Dire l'animal, c'est le sujet qui est tombé hier à HEC, le sujet de culture générale, sujet d'ailleurs que nous avions traité ensemble au mois de janvier. Alors, qu'est-ce que dire l'animal? Dire l'animal, tout d'abord, c'est faire de l'animal un concept, également un objet de connaissance. Par conséquent, dire l'animal, ce n'est pas seulement lui donner une consistance, une réalité, c'est aussi d'une certaine façon l'objectiver, le chosifier, voire même le réduire. Tout discours sur l'animal apparaît systématiquement comme un discours englobant et réducteur, tendant non seulement à nier la multiplicité des animaux, mais également à justifier notre emprise sur l'animal et même d'ailleurs à le neutraliser. Il faut rappeler que la parole ne se contente pas d'exprimer la réalité qu'elle évoque, mais elle la crée toujours d'une certaine façon en l'exprimant. Par conséquent, dire l'animal, c'est toujours d'une certaine façon apprivoiser l'animal, le domestiquer, le ramener à soi et donc effectivement nier sa distance, son mystère et son altérité, comme si l'animal n'existait pas en dehors du langage. De plus, il était important de souligner que l'homme constituait le véritable objet du discours sur l'animal et que là, l'homme également l'emporte sur l'animal par son pouvoir de dire. Il était donc important de souligner le fait que paradoxalement, dire l'animal consistait moins à célébrer l'animal qu'à l'effacer, à faire disparaître son étrangeté. Dire l'animal, paradoxalement, c'est le passer sous silence. Et comme le rappelle Derrida d'ailleurs, la première violence faite à l'animal se fait par le langage et au nom du langage. Elle commence toujours par le langage. Donc ce langage, ce discours sur l'animal est porteur d'une certaine violence. Et c'est un discours effectivement qui consiste à apprivoiser l'animal, à le domestiquer et à légitimer notre emprise sur celui-ci. Donc la véritable question de cet exposé était de comprendre comment peut-on dire l'animal sans le trahir. Sera-t-il possible de dégager un jour un discours, un langage, une manière de dire l'animal qui ne le domestiquera pas? L'animal semble bien incommensurable avec le langage, toujours au-delà de ce que nous pouvons dire de lui. L'animal serait peut-être de l'ordre de l'indicible, voire même de l'ineffable. Et effectivement, cette réflexion nous conduisait à poser la question suivante. Face à l'animal, ne devrait-on pas apprendre à garder le silence? Plutôt que de dire l'animal, il s'agissait d'aller au-devant de son silence, comme l'écrit Bailly d'ailleurs. Plutôt que de dire l'animal, peut-être s'agissait-il de nommer chaque animal, c'est-à-dire par là même de reconnaître sa singularité, son existence, et plutôt que de dire l'animal, pourquoi ne pas lui prêter une voix? Alors, il s'agit bien, le jour, durant ces concours, de partir à chaque fois d'une véritable définition du verbe dire, c'est-à-dire du terme tremplin, et de faire en sorte que toutes vos pistes de réflexion ne soient pas des généralités extraites de vos cours, mais prennent effectivement leur source dans un travail précis de définition des termes du sujet. Donc c'est bien la polysémie du verbe dire qui devait vous conduire à trouver des pistes de réflexion et à questionner en profondeur le sujet, puisque, rappelons-le, l'objectif de la dissertation n'est pas d'apporter une réponse à une question ou à un intitulé, mais bien de l'interroger, de le déconstruire au sens que Derrida d'ailleurs donne à ce terme. Donc dire tout d'abord, c'est prendre ses distances, prendre du recul. Dire, c'est tenir le monde à distance. Et on pouvait partir des présupposés en montrant que l'homme, justement, l'emporte sur l'animal précisément par son pouvoir de dire. L'homme peut dire l'animal, mais l'animal ne peut pas dire l'homme. L'homme a le privilège de la parole, tandis que l'animal est un allogat. Et donc la supériorité de l'homme sur l'animal est justement assurée par cette autoproclamation logocentriste. L'homme d'ailleurs se glorifie de sa propre parole articulée à sa raison et par laquelle il se place délibérément comme un être d'exception. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Buffon nous dit qu'une distance infinie sépare l'homme de la bête, ou encore Heidegger qui ajoute que le sceau de l'animal qui vit à l'homme qui dit est aussi grand, sinon encore plus grand, que celui de la pierre sans vie à l'être vivant. Donc par le langage,
justement, l'homme se dédouble, il met le monde à distance, et seul l'homme, effectivement, parce qu'il est doué du logos, est capable de fournir des représentations. Donc c'est important, effectivement, de voir que l'homme peut dire l'animal, mais que l'animal ne peut pas dire l'homme, que l'homme l'emporte sur l'animal, justement, par son pouvoir de dire. Ensuite, on pouvait analyser aussi le verbe dire au sens de raconter, de mettre en récit. Donc, dire l'animal, c'est raconter l'animal, le mettre en scène. Il y a là l'idée peut-être d'une exploration esthétique de l'animal par le langage, par le discours. Tisser l'animal par le langage. Dire l'animal, c'est se livrer à une exploration esthétique de l'animal, c'est-à-dire faire de l'animal l'objet du récit, transformer l'animal en œuvre, en objet littéraire. De plus, il est important également de s'intéresser et de rappeler la dimension performative du langage. Dire, ce n'est pas seulement exprimer une réalité extérieure, c'est aussi lui donner une consistance, voire même une existence. Donc plus qu'un simple outil, le concept est une véritable création. Il est d'ailleurs la signature même de la pensée philosophique, dans sa capacité à penser le réel. Par conséquent, la parole, le discours, est une institution permettant d'accomplir des actes, de créer des objets qui ne prennent sens qu'avec elle. Donc c'est important de comprendre que dire l'animal, ce n'est pas seulement l'exprimer ou mettre des mots sur l'animal, c'est comprendre que l'animal lui-même ne prend sens, ne prend une réalité, ne prend consistance et existence qu'à partir de ce discours, comme si l'animal n'existait pas en dehors du discours. En quelque sorte, parler, c'est porter l'animal au langage, faire surgir l'animal. Et d'ailleurs, c'est une idée que l'on trouve chez Nicolas Grimaldi lorsqu'il dit que par la parole, l'absence fait intrusion dans la présence, l'intemporel dans le temporel, l'irréel dans le réel, le surnaturel dans la nature. Dire, c'est aussi peut-être célébrer, rendre hommage. Donc dire l'animal, ce serait peut-être faire de l'animal un objet d'adoration, célébrer la beauté de l'animal, dire l'animal pour exprimer notre fascination, pour exprimer notre admiration, peut-être un petit peu à l'image d'Homère qui évoque effectivement le chien d'Ulysse, Argos, et qui célèbre à la fois sa beauté physique et morale, faisant d'Argos le symbole d'une fidélité inégalée. Dire, on peut tout à fait ouvrir le verbe dire aussi sur le verbe lire. Dire l'animal, c'est peut-être aussi se livrer à une lecture de l'animal. Peut-on lire l'animal, c'est-à-dire faire de l'animal un objet d'interprétation, élever l'animal au rang de symbole? En fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que l'animal, d'une certaine façon, contient déjà en lui-même un discours, c'est-à-dire un message. L'animal peut provoquer la parole au sens où il peut provoquer l'interprétation. Il s'agirait par conséquent non seulement de dire l'animal, mais de lire l'animal, c'est-à-dire peut-être de se livrer à une herméneutique de l'animal. Ensuite, pour déconstruire nos propos, on pouvait se demander également si l'homme ne constituait pas le véritable objet du discours sur l'animal. Autrement dit, l'animalité apparaît comme la toile de fond à partir de laquelle l'homme se définit lui-même. C'est surtout finalement de notre humanité dont il est question dans ce discours sur l'animal. On parle de l'animal, on dit l'animal, mais pour dire l'homme. C'est d'ailleurs ce que remarque Burgat lorsqu'elle déclare que rien ne se dit positivement de l'humain qui ne se dise en même temps négativement de l'animal. De plus, dire, c'est aussi conceptualiser, donc il est important effectivement de revenir sur cette définition, sur cette finalité du concept. Qu'est-ce que conceptualiser, Conceptualiser, étymologiquement, c'est contenir, tenir ensemble, concevoir. Par conséquent, dire l'animal, c'est associer à l'animal un concept qui nous permet de nous représenter l'animal. Le rôle du concept est de circonscrire un ensemble de caractères communs, de propriétés communes. C'est en cela qu'on comprend que tout discours sur l'animal est fatalement un discours englobant et réducteur, c'est-à-dire un discours qui consiste à
figer l'animal, à englober tous les animaux dans une seule et unique réalité. Et c'est en cela d'ailleurs que dire l'animal pouvait constituer, ou pouvait effectivement conduire à l'objectiver, à le chosifier, c'est-à-dire à ramener la multiplicité des animaux sous un concept unique, tendant à nier par là même cette multiplicité. Donc dire, c'est aussi trahir, galvauder, uniformiser les contours. Donc il était vraiment fondamental de s'intéresser effectivement aux limites du sujet. Et donc on pouvait rappeler que la multiplicité des animaux empêchait justement tout discours englobant et réducteur, et donc peut-être évoquer les limites d'une tradition philosophique, d'un discours philosophique hégémonique, et un discours qui finalement avait pour but de légitimer notre maîtrise sur l'animal, c'est-à-dire de regrouper tous les animaux au sein d'une catégorie homogène. Et donc le simple constat d'ailleurs de la diversité des animaux fait apparaître que la tâche s'avère particulièrement difficile. Comment dire l'animal? À la limite, c'était vraiment la question qu'il fallait se poser. Et surtout, comment dire l'animal sans légitimer la souveraineté humaine sur tous les êtres vivants? Et c'est d'ailleurs à cette question que s'intéresse Derrida lorsqu'il critique précisément le discours sur l'animal. On sait que Derrida nous rappelle que la violence, la première violence faite sur les animaux commence par le langage, et au nom du langage, il y a donc une violence inhérente au langage, dans la mesure où le langage, le discours, a quelque chose d'hégémonique, de profondément réducteur. Et d'ailleurs, Derrida nous dit que la tâche est d'autant plus ardue qu'il n'existe aucune espèce animale dont les représentants seraient les membres pourvus de traits suffisamment communs pour permettre une telle classification. Alors dire, c'est aussi objectiver, chosifier, et c'est la raison pour laquelle la vraie finalité du discours est de manifester, de renforcer l'emprise de l'homme sur le monde. Donc aucune parole n'est jamais innocente. Et là, je pense que c'était une idée qu'il fallait vraiment bien souligner, c'est qu'aucun discours, aucune parole n'est innocente. Dire l'animal, quelque part, c'est maîtriser l'animal, l'apprivoiser, le domestiquer, abolir la distance qui nous sépare de lui et donc le ramener à soi. Et donc finalement les animaux sont d'abord domestiqués avant tout par le langage. C'est le langage qui contribue en premier lieu à les domestiquer et donc à les effacer et paradoxalement à les passer sous silence. Et je pense que ce paradoxe est important à relever, c'est que dire l'animal, paradoxalement, c'est le passer sous silence. C'est le faire disparaître. Et d'ailleurs, Derrida dénonce le fait qu'on ait pu dire tant de bêtises sur le dit animal, et il rappelle d'ailleurs que le langage constitue déjà en soi un crime contre les animaux. Il déclare dans L'animal que donc je suis, le mal est fait depuis longtemps et pour longtemps. Ainsi, dire l'animal, c'est le passer sous silence, faire disparaître son étrangeté, abolir la distance qui nous sépare de lui, comme pour mieux l'apprivoiser, comme pour mieux le domestiquer. Et donc la question est de savoir comment peut-on dire l'animal sans le trahir? Sera-t-il même possible un jour de dégager un langage, un discours, une manière de dire l'animal qui ne le domestiquera pas? L'animal semble bien incommensurable avec le langage. Au-delà de tout ce que nous pouvons en dire, l'animal est de l'ordre de l'indicible, peut-être même de l'ineffable. Et donc finalement, face à l'animal, ne faut-il pas faire preuve d'humilité et peut-être apprendre à garder le silence? Et cette idée effectivement du silence est intéressante. Peut-être qu'effectivement, plutôt que de chercher à dire l'animal, il s'agit d'appréhender son mystère, de reconnaître qu'il y a dans l'animal quelque chose qui nous échappe, comme une intériorité. D'ailleurs, Spinoza dans l'Éthique nous rappelle que chez les bêtes, on observe plus d'une chose qui dépasse de loin la sagacité humaine. Bailly, quant à lui, évoque l'énigme d'êtres opiniâtrement muets et qui ont pourtant le pouvoir mystérieux de lever les yeux sur nous et de nous regarder. Il évoque également une nature qui nous échappe, une nature qui se dérobe, une nature qui aime à se cacher.
Donc faire silence, effectivement, c'est peut-être reconnaître qu'il y a dans l'animal quelque chose de mystérieux, quelque chose qui nous échappe. Et on pense d'ailleurs à cette magnifique phrase de Merleau-Ponty dans son très beau cours sur la nature, qui au sujet de l'animal évoque un sillage sans bateau. Tout de même, déclare-t-il, il y a quelque chose, c'est un sillage sans bateau, et ce quelque chose est magnifique parce qu'effectivement, c'est quelque chose, mais quelque chose qui nous échappe, quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible, quelque chose qui est de l'ordre même peut-être de l'ineffable. Avec l'animal, nous avons un point de fuite, un point de résistance, et qui justement empêche tout discours englobant et réducteur. Donc comment dire l'animal sans le trahir, et je voudrais reprendre effectivement cette phrase de Derrida qui, dans ce sujet, prend tout son sens. Derrida, toujours dans L'animal que donc je suis, déclare que finalement, le discours de l'animal, s'il y en a un, revient à la poésie. Alors pourquoi la poésie? Quelle serait une poésie de l'animal? Le propre de la poésie, justement, c'est d'effleurer son objet, de tenter de l'approcher, mais sans jamais le réduire, c'est-à-dire toujours par métaphore, par périphrase, à l'aide de symboles. Et peut-être que le seul discours possible sur l'animal serait effectivement de l'ordre de la poésie, c'est-à-dire le seul discours qui permettrait d'exprimer, de suggérer l'animal, mais justement sans le traduire, sans le réduire, sans abolir la distance, sans mettre fin à son étrangeté ou encore à son altérité. La philosophie, c'est une parole qui suggère, qui effleure sans grand danger, nous dit Sarraute d'ailleurs. C'est une parole qui apporte un surcroît de sens, une parole qui d'ailleurs en dit toujours plus qu'elle ne voudrait en dire. Donc finalement, il s'agit peut-être de redéfinir le discours que nous pourrions avoir sur l'animal et envisager justement un discours qui serait de l'ordre non pas de la réduction du concept, mais plutôt de la suggestion, plutôt du détour, c'est-à-dire un discours qui s'intéresse à un objet qui se dérobe, un objet qui nous échappe sans cesse, un objet insaisissable, à la fois pour la pensée, mais aussi pour le langage. Il était peut-être aussi intéressant dans ce sujet de revenir sur la notion d'animaux telle qu'elle est présentée par Derrida. Justement, peut-être que alors Derrida introduit ce nouveau concept, animaux-ôtés, qui d'ailleurs n'est pas un concept, mais bien plutôt un anti-concept, c'est-à-dire un concept effectivement qui ne vise pas à réduire son objet. L'animal, nous dit Derrida, n'est ni une espèce, ni un genre, ni un individu, mais une irréductible multiplicité vivante de mortels. Et donc, par cet anti-concept animaux que propose Derrida, il s'agit justement peut-être de délivrer l'animal du mépris dans lequel il est tenu, de délivrer l'animal d'un discours hégémonique, englobant et réducteur, c'est-à-dire d'évoquer l'animal, mais sans l'objectiver, c'est-à-dire sans définir l'animal à partir de notre propre langage. Enfin, plutôt que de dire l'animal, peut-être qu'il s'agit de se mettre à l'écoute de l'animal, c'est-à-dire d'approcher l'animal, d'aller au-devant de son silence. Et c'est une idée qu'on trouve développée d'ailleurs chez Bailly dans le parti pris des animaux. Bailly nous invite à une sorte de conversion du regard et de l'attention. Il nous dit qu'au sujet des animaux, il s'agit d'aller au-devant de leur silence et de tenter d'identifier ce qui s'y dit. Donc plutôt que de dire l'animal, plutôt que de le réduire par des concepts qui finalement n'auraient pas d'autre fonction que de justifier notre emprise sur lui, il s'agirait bien plutôt, à partir du moment où on reconnaît chez l'animal une autre existence, une singularité, quelque chose qui nous échappe, peut-être au contraire d'aller à l'encontre de ce silence, de rencontrer l'animal et de comprendre d'ailleurs, d'écouter la matière vivante du silence de l'animal, d'apprendre à convertir notre regard. Et enfin, dans un dernier temps, peut-être ouvrir le sujet, proposer un élargissement, en montrant encore une fois que plutôt que de chercher à dire l'animal, il s'agirait bien plutôt de se faire le porte-parole de l'animal, c'est-à-dire de lui prêter une voix. Et rappelons que l'animal incarne, comme le dit Lyotard d'ailleurs, le paradigme de la victime. L'animal est un alloga, un sans-voix, un être qui ne peut même pas témoigner de sa propre souffrance. Et donc il s'agit non seulement de se mettre à l'écoute de l'animal, mais peut-être de lui prêter une voix, de lui prêter notre propre voix.